L'intelligence artificielle fait peur. À la suite d'une vidéo précédente où on a parlé de ce moratoire de 6 mois sur les développements de gros modèles d'IA type GPT, on va lire 2 articles, dont un article qui souhaite la mise en place d'un accord international qui pourrait ensuite voir certains data centers munis de GPU être détruits si cet accord n'est pas respecté. On va lire l'article de ce chercheur, et puis, pour avoir un avis contraire, on va lire aussi un article d'il y a quelques années de Yann Lequin, que vous connaissez déjà, on a parlé de lui dans cette vidéo précédente. Et on va voir que les deux ne sont pas d'accord. Et je vais aussi vous donner mon avis sur ces 2 questions. Et c'est parti pour le générique. Alors, le premier article s'intitule « Mettre en pause les développements de l'IA n'est pas suffisant, nous devons tout arrêter ». Alors, cet article, il est du chercheur qui s'appelle Yudovsky, qui est un spécialiste un théoricien de la décision américain qui mène des recherches au Machine Intelligence Research Institute. Ce chercheur, donc, qui est un blogueur et un écrivain américain, créateur et promoteur du concept d'intelligence artificielle amicale, qui travaille donc au Machine Intelligence Research Institute. Et ce MIRI, comme on l'appelle, c'est un institut de recherche, une association à but non lucratif fondée en 2000, spécialisée dans l'intelligence artificielle, dont le but est de faire connaître les dangers et les intérêts potentiels que l'intelligence artificielle pourra apporter dans le futur. Et il a été fondé par Yudovsky, ce qui a dû faciliter le processus de recrutement. Du coup, l'entretien d'embauche a dû être assez facile. Et aussi, si on regarde un peu quelles sont les personnes qui sont associées à cet institut de recherche, à cette association, on peut voir par exemple Ray Kurzweil. Alors Ray Kurzweil, c'est un auteur et un ancien de Google, un ancien directeur de l'ingénierie, qui est l'un des principaux promoteurs du concept de singularité. Donc ce moment où la technologie deviendrait tellement, dépasserait un certain seuil, qui verrait une sorte d'emballement qui lui permettrait de s'améliorer elle-même. Donc on a déjà dans cet institut, déjà l'institut est particulièrement orienté vers une certaine vision de l'intelligence artificielle, composée de gens qui ont une version un regard sur l'intelligence artificielle qui déjà présuppose qu'elle peut être dangereuse, avec certaines questions philosophiques qui sont déjà passablement orientées. Et dans les articles que j'ai lus sur Internet, on le décrit comme un des experts mondiaux de l'intelligence artificielle. Or, lorsqu'on regarde par exemple sur Google Scholar, il est actif dans un domaine qui est celui du AGI, donc de l'intelligence artificielle générale, et plus particulièrement dans le domaine de recherche de tout ce qui concerne justement les dangers liés à l'intelligence artificielle. Mais j'ai vu dans de nombreux articles le mettre sur le devant de la scène comme étant un expert mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Outre le fait que c'est un argument d'autorité, c'est un argument d'autorité qui n'est même pas valide, puisque ce n'est pas quelqu'un qui travaille directement sur de l'intelligence artificielle concrète. C'est pas quelqu'un qu'on voit publier régulièrement des papiers, ou même du tout, mais qu'on voit publier des papiers dans des grandes conférences où on applique concrètement et on fait des recherches concrètes sur l'intelligence artificielle. Et donc, non seulement c'est un argument d'autorité qui n'est pas valable, mais en plus, c'est un argument d'autorité qui est faux, puisque ce n'est pas concrètement quelqu'un qui est au devant de la scène en termes de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc pour nous, ce qui compte, c'est les arguments. Donc on va lire son article,
avant de lire celui de Yann Lequin pour mettre un peu les deux, pour confronter un peu les deux points de vue, et puis vous me direz vous-même sur ces questions-là du danger de l'IA, de quel côté vous vous situez. Une lettre ouverte publiée aujourd'hui appelle tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois le développement de systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. Ce moratoire de 6 mois est toujours mieux qu'aucun moratoire. J'ai du respect pour ceux qui l'ont initié et signé, c'est une amélioration significative. Je me suis abstenu de la signer parce que je pense qu'elle sous-estime la gravité de la situation et demande trop peu pour la résoudre. Le problème clé n'est pas l'intelligence artificielle qui devient compétitive avec l'être humain, comme le dit la lettre ouverte, c'est ce qui se passe après que l'IA soit devenue plus intelligente que l'espèce humaine. Les limites clés peuvent ne pas être évidentes, car nous ne pouvons pas calculer à l'avance ce qui se passe lorsqu'elles sont franchises. Et il semble actuellement imaginable qu'un laboratoire de recherche passe une limite critique sans le remarquer. Alors là, il fait évidemment référence à d'ailleurs ce que la lettre ouverte originale a fait référence. C'est au développement des technologies comme GPT, et GPT-3, GPT-4, ChatGPT. Or, là, la première objection qu'on peut y voir, la première critique que je ferai sur cet argument, donc l'argument qui verrait là le dépassement d'une certaine limite dans le développement de ces modèles, et que tout d'un coup, un de ces modèles outrepasserait une certaine limite en termes de capacité, en termes d'intelligence, qui pourrait mener ces modèles à peut-être essayer d'échapper à ses créateurs, ou en tout cas d'adopter des comportements peut-être hostiles ou dangereux. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles qui sont actuellement développés, c'est des modèles GPT, ChatGPT, etc. Ce sont ce qu'on appelle des LLM, des modèles de langage, des grands modèles de langage, des Large Language Models. Or, on sait pertinemment et on connaît leurs limites, car ils sont structurés, ils sont entraînés, ils sont capables dans les tâches qu'ils peuvent répondre, et surtout dans la connaissance qu'ils peuvent acquérir. Ils sont capables de choses impressionnantes, comme on l'a vu avec ChatGPT. Par contre, ils sont fondamentalement limités dans leur capacité, et surtout leur architecture, la façon dont ils sont faits, c'est-à-dire de chaque fois prédire le prochain mot, et donc de générer du texte en faisant chaque fois une prédiction du prochain mot à partir d'un contexte, fait que ce sont des modèles qui sont intrinsèquement limités. Et là, donc, cet argument, il est évidemment invalide, puisque en développant ces modèles-là, en les rendant juste plus gros, on ne va pas les rendre... Leur capacité, leur intelligence va petit à petit atteindre un plafond, qui est la limite, en fait, de ces modèles, de ces grands modèles de langage. Et donc, ce n'est pas juste en les agrandissant, en les rendant plus grands, en doublant leurs paramètres et en doublant les données à chaque fois qu'on leur donne, etc., en agrandissant les jeux de données qu'on leur fournit, qu'on va à chaque fois doubler leur intelligence. Et donc, les limites dont ils parlent, on sait qu'elles ne peuvent pas être atteintes avec ce type de modèle. Alors, on va me dire, oui, mais peut-être qu'ils sont en train de développer d'autres types de modèles. Mais là, par contre, ça ne demande pas juste ce qui a été fait précédemment jusqu'ici avec ces LLM, depuis des années, parce qu'en fait, on a vu ChatGPT arriver, mais en fait, ça fait des années que ce type de modèles sont développés, et ça fait des années qu'en fait, la stratégie, elle consiste juste à les rendre de plus en plus gros, et à augmenter de plus en plus le jeu de données qu'on leur fournit pour l'entraînement. Mais ça demande de faire un profond travail de recherche. Et ce profond travail de recherche, il ne demande pas juste quelques temps. Il demande beaucoup de temps de développer des choses totalement nouvelles. Des choses qui, là par contre, lorsqu'on les développera, pourra peut-être poser ce genre de questions, éventuellement. Mais pour l'instant, ça ne se pose pas sur le genre de choses auxquelles il fait référence.
De nombreux chercheurs ont travaillé sur ces problèmes, y compris moi-même, et nous nous attendons à ce que le résultat le plus probable de la création d'une IA surhumainement intelligente, dans les circonstances actuelles, c'est que tout le monde sur Terre va mourir. Pas comme dans éventuellement dans un futur lointain, mais comme dans c'est la seule chose évidente qui va se produire. Donc il semble évidemment extrêmement confiant de sa prédiction. Donc étant extrêmement confiant de sa prédiction, on peut imaginer qu'il a des arguments qui sont évidemment extrêmement solides. Or, en tout cas jusque-là, il ne donne aucune évidence et aucun argument valide pour vraiment appuyer l'évaluation de ce risque. Il ne donne en tout cas pour l'instant aucun argument valide qui pourrait affirmer, que les modèles qui sont actuellement développés puissent outrepasser une certaine limite d'intelligence qui viendrait surpasser celle de l'être humain dans sa totalité, mais en plus un éventuel système intelligent qui atteindrait cette limite deviendrait tout d'un coup hostile, ou tout d'un coup essaierait de nuire, deviendrait hostile en fait envers l'être humain. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas en principe survivre à la création de quelque chose de plus intelligent que vous. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait du travail, de la préparation et de nouvelles perspectives scientifiques. Et surtout ne pas avoir des systèmes d'IA composés de réseaux gigantesques et impénétrables. Là aussi, je suis pas du tout convaincu par l'argument, parce que l'argument de ces systèmes qui deviendraient plus intelligents que l'être humain, et qui ensuite, parce qu'ils seraient plus intelligents que l'être humain, seraient un danger pour nous. La première chose qu'on peut répondre, et ça de toute façon on va le voir dans l'article ensuite de Yann Lequin, c'est que ce n'est pas parce que ces systèmes deviendraient plus intelligents que nous qu'automatiquement ils seraient hostiles envers nous, qu'ils développeraient une hostilité envers nous. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une espèce est plus intelligente qu'une autre, ou qu'un organisme, ou qu'un système est plus intelligent qu'un autre, qu'il est automatiquement plus dangereux. Par exemple, les virus sont dépourvus de toute forme d'intelligence, et ils sont pourtant extrêmement dangereux, pour certains virus, ils sont extrêmement dangereux pour l'être humain. Si vous chopez Ebola, par exemple, Ebola est totalement stupide, par contre, vous avez de très bonnes chances d'en mourir, même si vous avez 160 de QI. On l'a vu avec la crise de Covid, un virus comme le Covid-19 est capable de mettre à genoux l'humanité, alors que cet organisme, ou en tout cas ce virus, est absolument stupide. Donc ce n'est pas une question d'intelligence. Ensuite, oui, effectivement, on a cet argument de l'obscurité des réseaux de neurones actuels, du deep learning, qui nous empêche de vraiment savoir comment ils prennent des décisions. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus un problème. Ça pointe vers des vrais problèmes liés à l'intelligence artificielle, qui sont par exemple la reproduction des biais par des systèmes d'IA, ainsi que par exemple la génération de contenu toxique, la génération de fake news, la désinformation, qui là effectivement sont des problèmes qui peuvent être liés aussi pour des causes de sécurité, qui peuvent être liés vraiment à cette obscurité dans les réseaux de neurones. Sans cette préparation, le résultat le plus probable, c'est que l'IA ne fera pas ce que nous attendons d'elle, et qu'elle ne se souciera pas de nous, ni de la vie sensible en général. Ce genre de bienveillance est quelque chose qui pourrait en principe être imprégné dans une IA, mais nous ne sommes pas prêts et nous ne savons pas comment faire actuellement. Alors le problème qu'il décrit, c'est le problème de ce qu'on appelle le problème de l'alignement. Le problème de l'alignement, c'est le fait de pouvoir aligner les actions qui vont être prises, sélectionnées par un système intelligent sur les valeurs et sur les principes philosophiques de l'être humain, en tout cas ceux que nous voulons imprégner dans le système. Un problème, c'est que nous n'avons pas tous déjà, en tant qu'être humain, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, nous n'avons pas tous la même philosophie, les mêmes principes philosophiques. Donc,
il s'agit ici déjà d'avoir un compromis, de faire un compromis entre les diverses sensibilités pour ensuite négocier et savoir quelle valeur, sous quelle forme on va, quelle forme de valeur, sous quelle forme on va mettre ces valeurs dans le système intelligent. Ensuite, le problème, c'est effectivement d'avoir un système qui, dans toute la gamme des actions qu'il va pouvoir prendre pour pouvoir atteindre un objectif qu'on lui a fixé, pouvoir imprégner nos valeurs et nos principes pour restreindre le spectre des actions qui peuvent être prises par ce système seulement sur les actions qui en fait respectent un certain ensemble de principes et de valeurs. Et en fait, en dehors de ça, il n'y a aucun système, et ça, on va le voir, c'est quelque chose qui est présupposé très souvent par les gens qui font la promotion du scénario à la Terminator, c'est qu'il présuppose en fait qu'un système qui devient intelligent devient automatiquement hostile. Or, il n'y a aucune loi des systèmes complexes qui spécifie qu'un système qui dépasse un certain niveau d'intelligence devient automatiquement hostile. Il n'y a aucune loi qui spécifie qu'un système, après un certain seuil d'intelligence, devient automatiquement hostile. Son contraire existe aussi. Il n'y a aucune loi des systèmes complexes qui spécifie qu'un système, après un certain niveau d'intelligence, devient bienveillant. Donc, il est d'une certaine façon neutre dans le sens où, lorsqu'on lui spécifie un objectif, il va tout faire pour remplir cet objectif, c'est-à-dire qu'il va avoir toutes les gammes d'actions possibles, et qu'il va choisir l'action qui va maximiser les chances d'atteindre cet objectif. Bien sûr, lorsqu'on lui spécifie un objectif, et ça c'est aussi quelque chose qui est, j'ai l'impression, mal compris, ou en tout cas, dans beaucoup de cas mal compris, et dans d'autres cas sous-estimé par ceux qui font la promotion de ce scénario à la Terminator, c'est que lorsqu'on spécifie un objectif, on va le spécifier sous forme mathématique. Ensuite, puisque c'est une fonction mathématique qui permet de quantifier en fait à quel point le système a atteint son objectif ou non. Donc il faut être capable de vraiment spécifier très très bien l'objectif. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut avoir faire une certaine réflexion, faire un certain nombre de recherches pour pouvoir être sûr et pour pouvoir spécifier un objectif de manière assez précis. Donc on peut déjà imaginer que si l'IA avait atteint un point, on pouvait vraiment spécifier des objectifs et avoir des systèmes qui pouvaient atteindre des objectifs très complexes, parce que c'est ça l'intelligence, c'est avoir la capacité d'atteindre des objectifs qui sont très complexes. On peut imaginer déjà qu'on serait capable, d'une certaine manière, d'analyser les différentes actions qui seraient prises et ensuite de pouvoir aligner le système sur des valeurs et sur des principes. Mais au-delà de ça, je pense que c'est tout. Oui, au-delà de ça, je pense que ici, on a un argument, oui, qui est valide dans le sens qu'effectivement, ce problème de l'alignement, il est important et il est essentiel, mais qu'il est largement et souvent extrêmement surestimé dans sa complexité par ceux qui font la promotion de ce scénario à la Terminator. En l'absence de cette attention, la seule chose que nous obtiendrons, c'est que non, ça on l'a déjà lu. Pour imaginer une IA surhumaine hostile, n'imaginez pas une sorte de penseur intelligent entouré de livres et vivant dans l'Internet et envoyant des courriels mal intentionnés. Visualisez plutôt une civilisation extraterrestre pensant des millions de fois plus vite que nous et initialement confinée aux ordinateurs, dans un monde de créatures qui sont, de son point de vue, très stupides et très lentes. Une IA suffisamment intelligente ne restera pas longtemps confinée aux ordinateurs. Dans le monde d'aujourd'hui, vous pouvez envoyer des chaînes d'ADN par email à des laboratoires qui produiront des protéines à la demande, permettant à une IA initialement confinée à Internet de construire des formes de vie artificielles ou de les propulser directement à la fabrication de molécules post-biologiques. Là aussi, on a un argument qui présuppose, si j'essaie un peu de synthétiser, qui présuppose en
citant cette civilisation extraterrestre, que l'esprit, on pourrait dire, en tout cas, qu'on pourrait dire que l'architecture mentale de cette IA surhumaine serait totalement différente à celle de l'être humain, mais que dans un même temps, il la connaît suffisamment, ou en tout cas, il peut déduire suffisamment de cette architecture, ce qui compose une incohérence. En même temps, elle est totalement étrangère, et en même temps, il sait ce que va être son jugement et ce que va être sa volonté. Il présuppose déjà que cet esprit, que cette architecture mentale de cette IA surhumaine va mener à ce qu'elle pense que les êtres humains sont des créatures très stupides et très lentes, ce qui est une sorte de jugement. C'est un jugement négatif. Donc déjà, il n'applique pas le principe qu'il a énoncé au-dessus, qui spécifie que l'IA serait neutre. Ici, elle ne serait pas neutre, elle jugerait l'être humain de manière négative. Et puis, de la même manière, cette IA, c'est un continent totalement étranger et totalement étrange vis-à-vis du continent qu'est la psyché humaine. Mais il peut dire que cette IA n'aimerait plus être confinée aux ordinateurs. De nouveau, pourquoi voudrait-elle sortir, ne plus être confinée aux ordinateurs? Pourquoi cette volonté ferait-elle partie de son essence? Et puis, pourquoi voudrait-elle envoyer des chaînes d'ADN à des laboratoires? Pourquoi voudrait-elle se créer une forme physique? Ces affirmations ne sont à aucun moment justifiées, et c'est souvent le cas dans les arguments qui sont donnés par les promoteurs du scénario à la Terminator. C'est qu'on donne à une éventuelle, dans cette totale éventualité d'une intelligence artificielle surhumaine, on lui attribue des volontés, des besoins, des stratégies, des manières de penser, une psyché particulière, sans jamais le justifier ou donner d'arguments qui pourraient faire penser, ou d'évidence qui pourraient faire penser qu'elle aurait effectivement ses volontés, ses besoins et ce psyché. Si quelqu'un construit une IA trop puissante dans les conditions actuelles, je m'attends à ce que chaque membre de l'espèce humaine et toute vie biologique sur Terre meure peu de temps après. Donc là aussi, c'est de nouveau quelque chose qui est affirmé de manière totalement péremptoire, sans aucune vraiment profondeur argumentative, et qui n'est à aucun moment spécifié. On peut se demander si c'est pas... d'une certaine manière, on ne va pas faire de procès d'intention, mais s'il n'y aurait pas une volonté clairement de faire peur aux gens, avec un certain objectif derrière, qui serait peut-être d'attirer l'attention, de justifier l'existence de son laboratoire, et peut-être d'attirer les subventions vers son laboratoire. Parce qu'effectivement, si on fait peur, on peut mettre le champ, on peut justifier que le champ de recherche, en tout cas ce champ de recherche qui est l'AGI, on peut justifier qu'il existe et le rendre comme étant quelque chose d'extrêmement important, et donc ensuite tenter d'utiliser cette peur pour attirer les subventions ou pour justifier l'existence de son institut, par exemple. On continue, on va essayer de faire assez vite parce que je suis fatigué. En aparté, aucun de ces dangers ne dépend du fait que les IA soient ou puissent être conscientes ou non. Car c'est intrinsèque à la notion de système cognitif puissant qui optimise des calculs et qui répondent à des critères de résultats suffisamment compliqués. Cela dit, je manquerais à mes devoirs moraux en tant qu'être humain si je ne mentionnais pas également
que nous n'avons aucune idée de la façon de déterminer si un système d'IA est conscient, puisque nous n'avons aucune idée de comment décoder ce qui se passe dans ces réseaux de tableaux géants et impénétrables. Et par conséquent, nous pouvons à un moment donné créer par inadvertance des esprits numériques conscients qui devraient avoir des droits et ne pas être possédés par quelqu'un. De nouveau, cet argument, il ne me convainc pas non plus, parce qu'il y a de nouveau une incohérence. C'est le fait d'estimer que la conscience apparaît lorsque on augmente la complexité ou lorsqu'on augmente la puissance d'un système de calcul. Donc si j'augmente la taille en fait des réseaux de neurones, si j'ai fait devenir de plus en plus puissant, comme c'est le cas avec GPT et GPT-3, c'est à ça que ça fait référence, alors ils vont automatiquement développer une conscience. Donc on ne connaît pas ce qu'est la conscience, mais il suppose qu'il connaît en tout cas suffisamment certaines propriétés de la conscience et ce que serait la conscience artificielle. Mais par contre, il spécie de ligne plus bas que nous ne connaissons rien sur la conscience et que donc nous pourrions l'atteindre, la créer dans certains systèmes, sans le savoir et sans savoir qu'on a dépassé une certaine limite. Or, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait de nouveau par les architectures qu'ont les systèmes actuels comme GPT, GPT-3 et ChatGPT, que ce sont des architectures de modèles de langage qui font des prédictions du prochain mot, et que ces systèmes-là, clairement, peu importe la définition de la conscience que vous avez, ces systèmes-là ne peuvent pas être conscients, même si vous triplez, même si vous multipliez leur puissance par 1 milliard, ils ne peuvent pas être conscients parce qu'ils marchent d'une manière qui est totalement étrangère à toute définition qu'on pourrait avoir de la conscience. Donc ce qui montre que non, ça ne va pas apparaître comme ça par magie en fait dans un système sans qu'on s'en rende compte. Et donc que oui, on en connaît quand même suffisamment sur les architectures actuelles pour savoir qu'on ne va pas tout d'un coup créer une machine consciente. Si nous sommes aussi ignorants de GPT-4 et que le saut jusqu'à GPT-5 est de la même taille qu'entre GPT-3 et GPT-4, alors je pense que nous ne pourrons plus dire qu'il n'est probablement pas conscient si nous les laissons développer GPT-5. La seule chose que l'on pourra dire, c'est que je ne sais pas, personne ne sait, si vous ne pouvez pas être sûr de créer une IA consciente de soi. Cela est alarmant non seulement à cause des implications morales de la partie consciente de soi, mais parce qu'être incertain signifie que vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, et c'est dangereux et que vous devriez arrêter. Bon là, ça rejoint à ce que j'ai dit avant. GPT-5, vu certainement le temps qu'ils vont mettre pour le développer, sera aussi un modèle de langage. Donc il aura toujours cette structure extrêmement limitée, des représentations qui seront limitées à des représentations purement linguistiques. Donc on sait que tout ça, ce sont des limites intrinsèques à ces modèles qui les rendent limités en termes d'intelligence, peu importe la taille qu'ils ont. Donc de nouveau, entre GPT-3 et GPT-4, on a multiplié par presque 10 le nombre de paramètres. Oui, ça permet d'avoir des résultats qui sont plus impressionnants. Mais même si on voit ce même gap entre GPT-4 et GPT-5, la seule chose qu'on aura, ça sera un modèle de langage qui sera beaucoup plus gros. Et on sait que de toute façon, l'intelligence de ces systèmes ont déjà en fait atteint un plafond, parce que c'est la façon dont ces systèmes sont conçus, leur architecture et les représentations qu'ils utilisent sont intrinsèquement limitées. Essayer de réussir quoi que ce soit dès le premier essai, vraiment critique, est une tâche extraordinaire en science et en ingénierie. Nous n'arrivons pas avec quoi que ce soit comme approche qui serait nécessaire pour le faire avec succès. Si nous tenions quoi que ce soit dans le domaine naissant de l'intelligence artificielle générale au nombre moindre de rigueur technique qui s'applique à un pont destiné à transporter quelques milliers de voitures, l'ensemble du domaine serait fermé demain. Là aussi, c'est aussi que la balance poids-bénéfice n'est
aussi pas la même. On ne peut pas appliquer le même principe à l'IA et à la construction de ponts, par exemple, à l'aviation. Par exemple, vous n'allez certainement jamais utiliser, en tout cas les techniques modernes, vous n'allez jamais utiliser d'IA, par exemple, pour les systèmes de pilotage automatique des avions. Parce que l'IA ayant effectivement des propriétés émergentes, ou en tout cas de la façon dont on les entraîne, on utilise l'intelligence artificielle justement parce que ces systèmes-là, on veut qu'ils soient capables de résoudre des problèmes dont on n'est pas capable de trouver une solution, à laquelle on n'est pas capable de trouver des solutions. Et donc, ces systèmes vont trouver, par optimisation, des solutions en se basant sur une grosse puissance de calcul, des données et puis des modèles très très complexes. Ce qui fait que dans l'aviation, on pourrait mettre un système intelligent comme pilote d'un avion, mais on ne serait pas capable de vraiment prouver quels en seraient le résultat. Et donc, oui, certainement, on ne mettrait jamais ce type de système intelligent aux commandes d'un avion, par exemple, ou aux commandes de quelque chose qui a vraiment directement l'avis d'être humain entre les mains. Déjà, la voiture autonome, c'est déjà quelque chose de très compliqué. La voiture autonome, totalement autonome, va être quelque chose d'extrêmement, extrêmement complexe. On n'a toujours pas de voiture autonome de niveau 5, alors qu'un être humain, en 20 heures d'apprentissage de la conduite en moyenne, est capable d'apprendre à conduire. Ça vous met déjà en perspective la notion d'intelligence artificielle générale dans les modèles actuels. Mais en plus, c'est un problème très complexe parce qu'il y a des questions de sécurité et que dans tout problème d'ingénierie, on va tester ces systèmes de sécurité dans plein de situations différentes. Et là, dans ce cas-là, il a totalement tort puisque ces standards de sécurité, ils sont actuellement appliqués, par exemple, dans le cas des voitures autonomes. Nous ne sommes pas préparés, nous sommes sur la bonne voie pour être prêts dans un délai raisonnable. Il n'y a pas de plan. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour être prêts dans un délai raisonnable. Il n'y a pas de plan. Les progrès des capacités de l'IA sont largement en avance sur les progrès de l'alignement de l'IA avec nos valeurs ou même sur le progrès de la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de ces systèmes. Si nous faisons cela maintenant, nous allons tous mourir. Là aussi, je pense qu'on peut largement remettre en question cette vue. Le problème de l'alignement de l'IA, il est, à mon avis, beaucoup surévalué dans ce qu'il dit. Et je pense que c'est un problème qui est moins complexe que ce qu'il n'y paraît ou que ce que disent en fait ceux qui font la promotion du scénario Terminator. Mais également, même dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de ces neurones, de ce réseau de neurones artificiels, on a beaucoup de travaux qui sont effectués par des mathématiciens. Il y a de plus en plus de mathématiciens qui prennent ce problème en compte, qui travaillent dessus. Donc là aussi, c'est un problème sur lequel la communauté scientifique et la communauté sérieuse en intelligence artificielle travaillent énormément. Et il y a beaucoup de travaux qui sont effectués dessus. De nombreux chercheurs travaillent sur ces systèmes. De nombreux chercheurs qui travaillent sur ces systèmes pensent que nous plongeons vers la catastrophe. Et ils sont plus nombreux à oser le dire en privé qu'en sécurité. Mais ça, c'est surtout affirmé par des chercheurs qui sont dans son domaine et qui ont donc, à mon avis, un certain parti pris parce que ce domaine a besoin de certaines subventions et a besoin de justifier son existence. Je pense que le domaine, que les domaines, on ne pourra pas dire mainstream, mais la communauté de la recherche et la communauté des scientifiques, chercheurs en intelligence artificielle, prennent déjà en compte ce problème et ces recherches et le prennent et attaquent ce problème avec les techniques de l'intelligence artificielle, avec les outils de l'intelligence artificielle, avec des outils scientifiques, d'évaluation, etc. Et je pense que c'est pas totalement vrai quand il dit que oui, il y a de nombreux chercheurs, mais je ne pense pas qu'ils soient majoritaires vraiment dans les chercheurs sérieux en intelligence artificielle. Mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas arrêter unilatéralement le plongeon vers l'avant,
que d'autres continueront même s'ils quittent personnellement leur emploi, et donc ils pensent tous qu'ils pourraient aussi bien continuer ainsi. C'est une situation stupide et une façon indigne pour la Terre de mourir. Donc là, c'est carrément toute la Terre qui va mourir, et le reste de l'humanité devrait intervenir à ce stade et aider l'industrie à résoudre son problème pour une action collective. Par une action collective. Donc maintenant, il va nous donner ses solutions pour ça. Donc le moratoire, pour éviter qu'on meure tous dans le processus, le moratoire sur le développement de nouveaux modèles géants doit être indéfini et mondial. Il ne peut y avoir aucune exception, y compris pour les gouvernements ou les militaires. Si cette politique commence aux États-Unis, alors la Chine doit pouvoir vérifier que les États-Unis ne cherchent pas à développer un avantage et qu'ils essayent plutôt d'éviter qu'une technologie horriblement dangereuse se développe, qui ne peut avoir aucun véritable propriétaire et qui tuera tout le monde aux États-Unis, en Chine et sur Terre. Si j'avais une totale liberté de rédiger des lois, je pourrais prévoir une seule exception pour les IA formées uniquement pour résoudre des problèmes de biologie et de biotechnologie, non formés sur du texte provenant d'Internet et incapables de parler ou de planifier. Mais si cela compliquait la tâche, je rejetterais immédiatement cette proposition et choisirais simplement de tout fermer. Et il continue. Arrêtons tous les grands data centers munis de GPU, les grandes fermes d'ordinateurs où les IA les plus puissantes sont développées. Arrêtons tous les grands domaines d'entraînement. Fixez un plafond à la puissance de calcul que chacun est autorisé à utiliser pour former un système d'IA. Et réduisez-la au cours des prochaines années pour permettre la formation d'algorithmes plus efficaces. Aucune exception pour les gouvernements et les militaires. Conclure immédiatement des accords internationaux pour empêcher les activités interdites de se déplacer dans d'autres pays. Pistons tous les GPU vendus. Donc, si vous voulez vous acheter une 4090, ou dans le futur une 5090, ou je ne sais pas quel nouveau GPU de Nvidia, vous serez pisté, évidemment. Il faudra signer un truc, et ensuite il faudra justifier pourquoi vous allez l'utiliser. Pour pas que vous ayez le revendre à quelqu'un qui voudra former Skynet. Si les renseignements disent qu'un pays extérieur à l'accord construit un cluster de GPU, ayez moins peur d'un conflit armé entre nations que d'une violation du moratoire. Ça veut dire que vous pouvez attaquer militairement une nation qui n'a pas voulu signer cet accord. On pourra les attaquer. Être prêt à détruire un centre de données rebelle par une frappe aérienne. Donc, un appel à la violence pour ceux qui ne souhaitent pas suivre ces directives et qui considèrent que ce scénario n'est pas aussi probable qu'il veut bien le prétendre. Donc il est prêt à promouvoir la violence envers ceux qui n'adhèrent pas à son scénario. Il ne doit pas y avoir de conflits d'intérêts nationaux. Rejetez immédiatement tout discours sur une course aux armements. Que nous vivions ou mourrons tous ensemble, en cela n'est pas une politique mais un fait de la nature. Expliquez clairement dans la diplomatie internationale que la prévention des scénarios d'extinction par l'IA est considérée comme une priorité par rapport à la prévention d'un échange nucléaire complet. Et que les pays nucléaires alliés sont prêts à courir un certain risque d'un conflit nucléaire si c'est ce qu'il faut pour réduire le risque d'une course au développement d'IA plus puissante. Donc, selon lui, il est prêt, ou on devrait être prêt, à envisager une guerre nucléaire pour faire respecter cet accord. Moi, je pense que, en tout cas, moi, ce genre de discours me fait bien plus peur que l'éventualité d'une IA hostile. Ça me fait penser à ce qu'on me dit souvent, c'est que la connerie naturelle est bien plus dangereuse
est bien plus terrifiante que l'intelligence artificielle. Fermez tout, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour être prêts dans un avenir prévisible. Si nous allons de l'avant, tout le monde va mourir, y compris les enfants, qui n'ont pas choisi cela et qui n'ont rien fait de mal. Fermez tout. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Est-ce que vous adhérez à ce discours? Est-ce que vous êtes convaincu par les arguments? Si vous êtes convaincu par les arguments, expliquez pourquoi. Débattez entre vous. On va lire maintenant un article de Yann Lequin qui est sorti, je crois, en 2019, qui s'intitule « N'ayez pas peur du Terminator ». Et on va voir les arguments qui répondent très bien, je trouve, à la plupart des arguments qui sont fournis qui sont donnés dans cet article. Donc cet article, il s'intitule « Ne craignez pas Terminator ». L'intelligence artificielle n'a jamais eu besoin d'évoluer. Elle n'a donc pas développé l'instinct de survie qui mène au besoin de domination, par Anthony Zador et Yann Lequin. Yann Lequin, on l'a vu dans une des vidéos précédentes, c'est le directeur de l'IA chez Facebook, chez Meta. C'est un de ceux qui ont reçu le prix Turing en 2018 pour ses travaux sur le deep learning. C'est un des pères du deep learning. Et puis Anthony Zador, qui est un Américain, un neuroscientifique américain, professeur de la chaire de neurosciences dans l'université Arbor, au laboratoire Arbor, je sais pas, aux États-Unis. Bref, ils nous disent, il est plus court, heureusement. On va pas faire 2 heures dessus. Alors que nous vacillons au bord d'une révolution technologique, la révolution de l'intelligence artificielle, ah oui. Donc il a été écrit, il est sorti en 26 septembre 2019. Alors que nous vacillons au bord d'une haute révolution technologique, la révolution de l'intelligence artificielle, beaucoup s'inquiètent que ce puisse être notre dernière. Cette crainte concerne l'intelligence des machines qui pourrait bientôt atteindre ou même dépasser la nôtre. Elle pourrait se retourner contre nous et nous remplacer comme la forme de vie dominante sur Terre. Nos créations deviendraient nos souverains, ou nous anéantiraient peut-être complètement. De tels scénarios dramatiques, aussi excitants soient-ils pour l'imagination, reflètent une incompréhension de l'intelligence artificielle. Et ils détournent des risques plus banals, mais beaucoup plus probables, posés par la technologie dans un avenir proche, ainsi que de ses avantages les plus excitants. La prise de contrôle par l'IA est depuis longtemps une affaire de science-fiction. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, HAL, l'ordinateur sensible contrôlant le fonctionnement d'un vaisseau spatial interplanétaire, élimine l'équipage dans un acte de survie. Dans Terminator, un système de défense informatique semblable à Internet appelé Skynet devient conscient et déclenche une guerre nucléaire, effaçant une grande partie de l'humanité. Ce trope a maintenant été presque élevé au niveau de loi fondamentale de la science-fiction. Un système informatique suffisamment intelligent fera tout ce qu'il faut pour survivre et donc essayera probablement de dominer la race humaine. Pour un neuroscientifique, ce raisonnement est surprenant. Il y a beaucoup de risques liés à l'IA qui sont à craindre, y compris les impacts économiques, les défaillances de systèmes essentiels à la vie et sa militarisation par de mauvais acteurs. Mais celui qui semble inquiéter le plus les gens, ce sont les robots avides de pouvoir qui décident de leur plein gré de conquérir le monde. De leur propre gré de conquérir le monde. Pourquoi une IA sensible voudrait-elle conquérir le monde? C'est une réponse qui n'est jamais répondue par ceux qui font la promotion du scénario Skynet. Pourquoi une IA sensible voudrait-elle conquérir le monde? Souvent, ils ne répondent pas à cette question, ou ils ne se la posent même pas, tout simplement parce que cette volonté de conquérir le monde qui est attribuée à un système qui serait sensible ou intelligent est souvent, je pense, qu'une projection que l'on fait de nos propres volontés, souvent de domination dans l'espèce humaine, puisqu'on est une espèce qui a évolué. Nous sommes le résultat d'un processus de sélection naturelle et d'évolution biologique, qui fait que, de par le jeu des intérêts, nous avons comme
tout être qui est le résultat de ce type de processus, nous avons des volontés de domination et nous faisons une projection. Nous prenons notre cas pour une généralité et nous imaginons que tout être sensible et tout être intelligent posséderait automatiquement une volonté de domination. Je continue. Il n'y a aucune raison pour qu'elle le fasse. Nous surestimons considérablement la menace d'une prise de contrôle accidentelle de l'IA, car nous avons tendance à confondre l'intelligence avec la volonté de domination. C'est-à-dire nous associons les deux, nous associons l'intelligence et la volonté de domination, comme si elles allaient tout le temps forcément de pair. Or, cette association n'est justifiée par absolument rien. Cette confusion est compréhensible. Au cours de notre évolution, notre histoire évolutive, en tant que primate, souvent violent, l'intelligence a été la clé de la domination sociale et a permis notre succès reproductif. Et en effet, l'intelligence est une adaptation puissante, comme les griffes acérées ou la capacité de voler, qui peut faciliter la survie de nombreuses manières. Mais l'intelligence en soi ne génère pas plus de volonté et de domination que les griffes. C'est juste la capacité d'acquérir et d'appliquer des connaissances et des compétences dans la poursuite d'un objectif. Et là, je pense que c'est la réponse principale et l'argument, le contre-argument principal à l'article précédent, à ceux qui font la promotion du scénario Skynet et à l'apparition d'un système hostile. L'intelligence ne définit pas l'objectif lui-même, mais plutôt comment l'atteindre. L'intelligence naturelle, l'intelligence des organismes biologiques, est une adaptation évolutive. Et comme d'autres adaptations de ce type, elle est apparue sous sélection naturelle car elle a amélioré la survie et la propagation de ces espèces. Ces objectifs sont câblés via des instincts profondément ancrés dans le système nerveux des organismes les plus simples. Mais comme les systèmes d'IA n'ont pas traversé l'épreuve de la sélection naturelle, ils n'ont pas eu besoin de faire évoluer un instinct de survie. Dans l'IA, l'intelligence et la volonté de survie sont découplées et l'intelligence peut donc servir tous les objectifs que nous lui fixons. Reconnaissant ce fait, l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov a proposé sa célèbre première loi de la robotique. Un robot ne peut pas blesser un être humain ou, par son inaction, permettre à un être humain de se blesser. Il est peu probable que nous nous retrouvions involontairement sous le pouce de maîtres numériques. Ça rejoint ce que je disais sur le problème de l'alignement. Donc, le problème de l'alignement, on essaye d'aligner les stratégies et les actions prises par un système intelligent avec nos valeurs et nos principes, parce qu'un tel système ne va pas développer ni d'hostilité, ni de bienveillance, ni d'accord avec certains principes, si ceci n'a pas été spécifié dans ses objectifs. Donc il est plutôt neutre à base et il va prendre toutes les actions possibles, peu importe qu'elles respectent ou non nos valeurs et nos principes. Il va prendre toutes les actions possibles qui vont lui permettre de, maximiser la probabilité qu'il va remplir son objectif. Et donc, c'est là où était le génie d'Isaac Asimov, je trouve. C'est qu'il n'est pas parti du principe qu'elles allaient être hostiles, il a reconnu ce fait, que leur stratégie sera purement dirigée vers une maximisation de la probabilité de remplir l'objectif pour lequel ils ont été entraînés. Et que donc, pour qu'ils puissent être sûrs, pour qu'ils puissent être utilisables, pour que les êtres humains puissent avoir des robots, des systèmes intelligents qui sont sécurisés, eh ben, on doit les entraîner pour remplir également un objectif, ou plusieurs objectifs, qui sont ces lois de la robotique. Et c'était là tout le génie, en fait, de Isaac Asimov, puisqu'ensuite il a imaginé, si vous lisez les livres d'Isaac Asimov, il a ensuite mis ces lois
sur des bancs de tests imaginaires, dans des expériences de pensée, où il a testé ce qui allait arriver si on mettait des robots qui adoptaient ces lois dans certaines situations. Et on peut voir que certaines fois, ça a entré dans des incohérences. Et donc, je pense que tout le travail qui a été fait par Asimov va, un jour ou l'autre, être, je pense, assez utile dans notre développement de robots sécurisés, sûrs et utiles pour l'humanité. Il est peu probable que nous retrouvions involontairement sous les pouces de Maître Mineuric. Il est tentant de spéculer que si nous avions évolué à partir d'une autre espèce, comme les orang-outans ou les éléphants, qui sont parmi les animaux les plus intelligents de la planète, nous pourrions être moins enclins à voir un lien inévitable entre l'intelligence et la domination. Nous verrions plutôt l'intelligence comme un catalyseur d'une coopération renforcée. Les éléphants d'Asie vivent dans des groupes étroitement coopératifs qui ne présentent pas de hiérarchie de domination claire ou de leadership matriarcal. Fait intéressant, les éléphants mâles vivent en groupes plus lâches et se battent fréquemment pour la domination car seuls les plus forts pourront s'accoupler avec des femelles. Les orang-outans vivent une vie largement solitaire. Les femelles ne cherchent pas la domination, bien que les mâles en compétition se battent occasionnellement pour l'accès aux femelles. Ces observations et d'autres suggèrent que le comportement de recherche de domination est plus corrélé à la testostérone qu'à l'intelligence. Même parmi les humains, ceux qui cherchent des positions de pouvoir sont rarement les plus intelligents d'entre nous. S'inquiéter du scénario Terminator nous distrait des risques réels liés à l'IA. Elle peut, et presque certainement, être militarisée et peut conduire à de nouveaux types de conflits. L'IA peut également perturber une grande partie de notre économie actuelle. Une étude prévoit que 47% des emplois américains peuvent, à long terme, être déplacés par l'IA. Alors que l'IA améliorera la productivité, créera de nouveaux emplois et fera croître notre économie, les travailleurs devront se recycler vers de nouveaux emplois et certains seront inévitablement laissés pour compte. Comme pour de nombreuses révolutions technologiques, l'IA peut entraîner de nouvelles augmentations des inégalités de richesse et de revenus, à moins que de nouvelles politiques budgétaires ne soient mises en place. Et bien sûr, il existe des risques imprévus associés à toute nouvelle technologie, les inconnus. Tout cela est plus préoccupant qu'une prise de contrôle par des robots par inadvertance. Il ne fait aucun doute que l'IA contribuera à de profondes transformations au cours des prochaines décennies. À son meilleur, la technologie a le potentiel de libérer du travail banal et de créer une utopie dans laquelle tout le temps est du temps libre. Dans le pire des cas, la Troisième Guerre mondiale pourrait être menée par des armées de robots super intelligents, mais ils ne seront pas dirigés par HAL, Skynet ou leur chef IA. Mais même dans ce scénario, les robots resteront sous notre commandement et nous n'aurons que nous à blâmer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi de quel camp, quel article vous convainc le plus. Quels sont les arguments qui vous convainquent, qui sont d'après vous les plus convaincants. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Aussi à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse. Et puis, dans de prochaines vidéos, on va voir déjà principalement Yann Lequin et un autre expert, un des fondateurs, on pourrait dire aussi du machine learning, Andrew Wenge, ont débattu, ou en tout cas ont donné une conférence hier qui s'intitule « Pourquoi la pause de 6 mois dans l'IA est une mauvaise idée ». Donc, je ferai certainement une vidéo où, cette fois, on regardera des passages de cette conférence pour voir quels sont les différents arguments, ce qu'ils en pensent, pourquoi ils pensent que c'est une mauvaise idée. Et puis, sur les 3 pairs, enfin, on va dire fondateurs, sur les 3 pairs du deep learning, qui sont Yann Lequin, Joshua Bengio et Geoffrey Hinton. Lequin et Hinton n'ont pas signé la lettre des 6 mois. Par contre, Bengio a signé cette lettre. Et il s'est expliqué sur cette signature dans une lettre sur son site web. Et donc, on fera certainement, là aussi, soit on mettra ça dans la même vidéo, soit je ferai encore une vidéo à part pour voir quels sont ses arguments et comment il justifie cette signature. Et pourquoi il pense que
une pause de 6 mois serait intéressante ou nécessaire. En attendant, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à partager mes vidéos, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à rejoindre le Discord pour rejoindre la communauté Artificialis. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!